Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Sophie Finocchiaro et Vianney de Bagno, réciproquement avocats associés chez Fidal Angers. Bonjour à tous les deux. Bonjour Maya. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter? Alors, on reçoit deux avocats aujourd'hui et ce n'est pas pour rien parce qu'il y a une raison bien particulière à cela. Mais dans un premier temps, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez respectivement vous présenter, nous expliquer un petit peu votre parcours académique et ce qui vous a donné envie de devenir avocat? Je commence, c'est ça? Donc, moi, c'est Anne-Sophie. Je viens d'une famille de juristes, donc voilà, avec un grand-père magistrat, un papa mandataire judiciaire. Donc voilà, c'était un peu la logique que je fasse les études de droit, entre guillemets, dans la même fac que mes parents et mes grands-parents. Donc ça, c'est drôle pour la petite histoire. D'ailleurs, où se sont rencontrés mes parents et mes grands-parents sur le banc de la fac de Rennes. Et donc, j'ai fait un parcours assez classique de licence. Enfin, j'ai passé une licence. À l'époque, on appelait ça une licence, mais voilà, après une maîtrise. Et j'ai un DEA, droit des affaires. Donc, tout ça... au sein de la faculté de Rennes. Ensuite, s'est posé la question de savoir ce que je voulais faire, puisqu'on dit souvent que le droit mène à tout, mais voilà, ça offre quand même pas mal de choses. Et j'avais pas vraiment d'idée précise. Et comme j'avais un grand-père qui était avant avoué de première instance, et que le métier d'avocat en lui-même ne m'a pas tout de suite intéressée, en ce sens que j'avais toujours un peu la crainte de la plaidoirie. Je voyais les procès avec des effets de manche. Et je me suis dit, c'est vrai, quand on sort de la fac et qu'on a 23 ans, on se dit, est-ce que c'est pour moi vraiment ça? Et donc, j'ai débuté un stage dans une étude d'avoué à Angers, en fait, parce que c'est une cour d'appel Angers, et que donc, les avoués, ce sont des professionnels de la procédure devant la cour d'appel. Ça m'a beaucoup plu. Okay. Donc j'ai fait ce premier stage et je suis restée. J'ai passé mon examen professionnel pour devenir avouée. Et il y a eu une réforme un jour, en 2010 ou 2011, je ne sais plus, du garde des Sceaux de l'époque qui était Madame Rachida Dati, qui a supprimé cette profession en fait d'avouée. Et donc, il a fallu que je me réoriente, entre guillemets. Donc, je ne savais pas faire autre chose que quand même du droit. Donc, j'avais mon équivalence du fait de cet examen professionnel d'avoué pour devenir avocat. Donc, je me suis inscrite au barreau. Et puis, là, j'ai cherché des cabinets qui pouvaient m'accueillir. Et par... opportunité, j'ai appris qu'il y avait un poste qui se libérait au sein du cabinet Fidal à Angers. Et voilà, j'ai intégré donc ce cabinet en mars 2012, donc ça va faire un peu plus de 12 ans. Au département règlement des contentieux, puisque voilà, je plaide, je porte la robe et donc dans la matière de contentieux des affaires, contentieux commercial. Donc en tant que collaboratrice dans un premier temps, voilà, c'est ce que c'était mon premier changement en fait. Et donc je suis arrivée effectivement avocat confirmé, parce que j'avais quand même un certain âge déjà, donc je n'ai pas commencé avocat junior. Puis j'ai monté progressivement les strates en fait de la hiérarchie entre guillemets Fidal, pour avocat senior, et puis responsable de mission, et puis avocat associé. Et voilà, sur la chose qu'on va après vous exposer, mais pour arriver donc à gérer et à co-diriger le cabinet depuis maintenant 8 mois. Donc voilà, en fait moi j'aime bien les challenges, j'aime pas rester dans mon confort. Une première fois il y a une rupture, c'est-à-dire que je suis passée d'une profession à une autre entre guillemets, et là il y avait une opportunité et je me suis dit oui, c'est un peu comme cap et pas cap, j'essaye. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Super, on a hâte d'en savoir plus sur cette co-gestion. Et du coup, Vianney, à votre tour, je laisse la main pour vous présenter également. Merci. Alors moi, je ne suis pas d'une famille de magistrats ou de juristes.
Moi, ça s'est fait un petit peu par hasard dans une certaine mesure. On ne savait pas trop quoi faire de moi pour les études. Il se trouve que j'aime beaucoup la littérature et j'avais un esprit assez logique. Donc on m'a dit la combinaison des deux, mon pauvre ami, c'est le droit. Alors je me suis retrouvé en droit pendant quelques années. Il se trouve que j'ai beaucoup apprécié pour ma part les études de droit. C'est beaucoup de culture générale au début, c'est absolument passionnant. J'ai beaucoup apprécié les études de droit et au bout d'un moment, il a bien fallu en faire quelque chose. J'adorais voyager et donc j'ai à tout prix voulu aller finir mes études à l'étranger, ce qui n'est pas très facile quand on fait du droit. Oui. Donc j'ai cherché un master de droit des affaires internationales. J'ai eu un peu par chance, si je puis dire, l'opportunité d'aller le faire à Hanoï au Vietnam. J'ai passé un an là-bas, ouais, c'était fabuleux. J'ai découvert sur place, enfin longue story, mais j'ai découvert sur place que je n'avais cours que le soir. C'était une formation continue. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. J'ai vraiment découvert sur place que j'avais cours que le soir. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais de toute façon pour un an à Hanoï. Et donc, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats pendant la journée. Et le soir, j'avais mes cours à l'École supérieure de commerce d'Hanoï, en partenariat avec la fac de Tours à l'époque, pour faire un master de droit des affaires internationales. Et j'en suis revenu très enthousiaste à l'idée de continuer une carrière dans un environnement international qui était vraiment ce qui me séduisait beaucoup. J'ai fait l'école d'avocat à Paris. J'ai commencé ma carrière en banque finance à Paris. Et puis, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Il se trouve que c'est une discipline qui est très exigeante et il fallait trouver un peu une organisation qui soit compatible avec la vie de famille qui commençait. Bien sûr. Et donc, je suis parti au Luxembourg pendant 3 ans parce qu'on m'avait dit tu verras là-bas, tu vas pouvoir continuer à faire de la banque finance, mais c'est vachement plus cool. Alors, j'ai passé 3 ans au Luxembourg dans un cabinet d'affaires en banque finance toujours. C'était super. Moi, je me suis beaucoup amusé. C'était pas franchement plus cool, soit dit en passant. Mais j'ai beaucoup apprécié, et je crois que ma femme aussi, le temps qu'on a passé là-bas. Simplement, au bout de 3 ans, la question se posait de savoir ce que moi je voulais devenir. Et je me voyais pas très bien avocat luxembourgeois. Il y a un moment, on bascule en fait, si vous voulez. Après 3 ans, c'est plus vraiment une expérience. Il faut s'engager dans une trajectoire locale. Et je me voyais pas trop. Il se trouve que je suis né à Angers. Je suis vraiment des bords de Loire. Et j'ai commencé à avoir un peu de nostalgie. Puis on a eu plusieurs enfants avec ma femme. Et à un moment, on s'est dit est-ce qu'il n'y a pas une compatibilité à trouver entre le travail et la vie de famille? Et puis dans le même temps, j'avais plein de copains qui montaient leur boîte. Et j'étais un peu frustré. Vous savez, quand on fait de la banque finance au Luxembourg, on n'est pas exactement avocat de proximité. J'adorais ce que je faisais, j'étais dans un environnement très international, mais j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir conseiller mes copains sur des arbitrages simples. Fais une SAS, fais une SARL, lève de la dette comme ceci, comme cela. J'étais un peu loin d'une réalité accessible, vous voyez. Et je ne me voyais pas rester trop longtemps. Donc j'avais un peu la nostalgie de ce métier d'avocat un peu de proximité. Donc on a décidé de rentrer, de quitter Luxembourg. Et en fait, c'est pas compliqué. C'était soit une autre place financière internationale, soit changer un peu de trajectoire. On s'est dit qu'on allait plutôt faire ça. Et donc on a rentré, voilà. Et donc on est rentré à Angers. Et je n'ai cherché du travail qu'à Angers. Quand j'ai quitté Luxembourg, ils m'ont vu arriver, ils m'ont regardé ils se sont demandé un peu ce qu'ils allaient pouvoir faire de moi. Mais ils ont été audacieux à l'époque à Angers, parce que c'était un peu un pari. Je n'avais assez peu exercé en fait en droit français. Et donc j'ai trouvé un poste chez Fidal à Angers pour changer un peu de métier finalement et apprendre ce que c'était que le métier d'avocat d'affaires de province. Et puis en fait j'ai fait ça pendant quelques années sous le bienveillant accompagnement des associés du bureau d'Angers. Et il se trouve que j'ai été un peu rattrapé aussi par ma vie passée, puisque Fidal est un grand cabinet et on a une équipe banque finance au plan national. Et donc rapidement, ils ont vu qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc je me suis retrouvé à faire, en dehors de ce métier que j'apprenais en local, à intégrer une équipe nationale, à reprendre du service sur des aspects de financement. Sur des transactions qui ressemblaient un peu à ce que j'avais fait avant. Et voilà, de la même manière qu'Anne-Sophie, j'ai eu la chance d'être accompagné par les associés à l'époque qui ont eu la patience de me former sur un nouveau métier.
pour finalement, après quelques années, développer une activité, tout ce qu'on appelle le M&A, c'est-à-dire vraiment les fusions-acquisitions, aux côtés de mon activité classique de financement. Et puis, après quelques années, 7 ans maintenant, avoir la chance de me lancer dans cette aventure avec Anne-Sophie pour diriger notre équipe que nous avons vraiment la chance d'accompagner à Angers maintenant, sur notre petit bureau en juin, pour lequel nous avons de grandes ambitions. Super, merci beaucoup Vianney. C'est une très bonne transition justement, parce que si on vous reçoit tous les deux aujourd'hui, c'est parce que c'est un petit peu singulier aussi au niveau de, comme on a pu évoquer votre process de nomination, le fait que vous soyez un binôme à la tête du bureau FIDAL Angers. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de ce projet du coup interne de co-nomination à la tête de ce bureau? Alors, moi, je vais peut-être me lancer à la première. C'est que c'est vraiment un concours de circonstances en réalité. C'est que notre ancien directeur de bureau souhaitait lever le pied un petit peu et occuper d'autres fonctions plus nationales en fait au niveau RSE, puisqu'il y avait un projet par rapport au cabinet de FIDAL Impact, etc. Et donc, il voulait se désengager de cette direction du bureau. Et c'est vrai que généralement, au sein du cabinet, c'est plutôt la direction, parce que nous, on fait partie d'une direction régionale et qui désigne en fait les directeurs lorsqu'il y en a un qui part ou qui cède sa place. Et en fait, nous, on n'avait pas tellement envie de ça. Finalement, on a été un peu rebelles en la matière. Et en tout cas, le collège d'associés, parce que c'est vrai que on a été très soutenus par comme disait Vianney, ce collège d'associés qui est très important pour nous. On s'est réunis, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire en fait et qu'est-ce qu'on peut proposer. On voulait de nouveau et on voulait de force de proposition. Alors on s'est fait accompagner, on a eu un coach parce qu'on ne se sentait pas peut-être pour voir comment on pouvait articuler, qui pouvait prendre la suite. Il n'y avait pas de désignation évidente au départ. En fait, on voulait vraiment qu'il y ait un consensus qui émerge. Qui vous a guidé un petit peu sur... Qui nous a guidés. Alors après, la décision finale nous appartenait, mais en fait, on a été un peu accompagnés et il se trouve que ça a été un peu comme une évidence. Moi, j'ai vu ça un peu comme ça, alors déjà, on était parti sur le postulat qu'on est quand même une équipe de 30 personnes et que ça commence à faire du monde et que d'être 2, c'était pas mal. Et alors après, c'est de poser la question qui Et en fonction des personnalités des uns et des autres, et dans les associés, il y avait certains qui souhaitaient pas forcément, c'était pas le bon moment, etc. C'est nos 2 noms qui ont émergé et au final, on est très différents. Et on s'est dit, parce qu'on a chacun nos qualités, nos défauts, pourquoi pas en fait. Et on a proposé ça à notre direction régionale, au directoire. Et c'était pas dans l'ordre des choses en fait. Généralement, c'est plutôt descendant et ça a été un peu innovant. Et ils ont été assez audacieux de nous faire confiance parce que ça les a un peu bousculés au départ. Ça les a un peu bousculés, voilà. Mais en fait, ils ont cru en nous et donc j'espère que voilà, ils sont satisfaits. Mais je pense. Parce que c'était un peu un pari quand même. Comme vous l'avez dit Vianney, on a quand même des parcours pas forcément très linéaires. On n'est pas des bébés FIDAL, parce que souvent chez FIDAL, il y a des gens qui commencent comme stagiaires et qui font toute leur carrière. Bon, même si c'est un peu moins vrai là, mais on n'était pas vraiment des bébés FIDAL et finalement... voilà, c'est ce binôme, voilà, et vraiment avec le soutien des autres associés. On n'a pas eu l'impression de prendre la place de quelqu'un qui voulait absolument, voilà. Peut-être pour poser un peu le décor, en fait, on est 8 associés à Angers, 30 collaborateurs et avec toutes les générations, si vous voulez. Et 4 départements qui sont les départements classiques d'un bureau FIDAL de province. Donc on a du droit fiscal, on a ce qu'on appelle chez nous corporate, du contentieux, du règlement des contentieux et du droit du travail. Et puis on a des practices transversales, on fait un peu d'immobilier, on fait du financement, on fait pas mal d'accompagnement du droit des associations, des fondations, des fonds de dotation.
Et donc c'est au sein de cette équipe-là que la question se posait de savoir comment est-ce qu'on pouvait donner une suite cohérente à celui qui avait impulsé vraiment quelque chose d'intéressant et sur qui son nous mandat a beaucoup aidé d'ailleurs. Qui nous a un peu fait grandir tous les deux. Franchement, moi je me suis redevable de beaucoup. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que dans notre organisation, Fidal, c'est aujourd'hui 86 implantations en France. C'est une direction nationale qui est à Paris. On est plutôt en top-down, en désignation des directeurs de bureau. Donc, quand une équipe, un collège d'associés dit « Nous, on a une idée, notre directeur va partir, mais by the way, on voudrait bien que ça se passe comme ça », ça bouscule un petit peu les codes. On dirait... Bien sûr. C'est pas non plus la révolution, mais et nous, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est qu'ils nous ont fait confiance, ils nous ont dit ouais, vous êtes, ouais, allons-y. Oui, pour un projet qui pouvait sembler un petit peu audacieux initialement. Ouais, même si c'était pas. C'est pas non plus. Non, on est d'accord, c'est une révolution nationale. Mais c'était juste le process, en fait, la méthode, en fait, et ça les a un peu bousculés, mais clairement, ils nous ont fait également confiance, et on remercie de ce soutien qui nous aide encore énormément dans notre prise de, qui nous a aidé dans notre prise de fonction. Et dans la continuité de ce qu'on veut faire pour le bureau Fidal. C'est quand même une responsabilité, parce que le bureau Fidal, c'est quand même un bureau qui fonctionne très bien. Et c'est vrai qu'on a une responsabilité de poursuivre ce qui a été fait. Alors, un peu dans la... Voilà, on a des choses, on a des idées, mais c'est aussi une responsabilité. On l'a pris comme tel, en fait. On n'a pas du tout pris ça par-dessus la jambe, pas du tout. Hein. Non, je me doute. Mais c'est pas difficile, du coup, de co-diriger à deux. Comment est-ce que ça se passe au niveau de vos profils qui sont assez différents, comme vous avez l'air de... Alors, comme vous l'avez vu, il y a un homme et une femme. Oui, mais ça, les auditeurs l'entendent, mais... Il n'y a pas la même génération, même si Vianney a la galanterie de dire que ça ne se voit pas. Je confirme. C'est gentil. Et puis, on ne fait pas le même métier. Enfin, on ne fait pas le même métier, si, mais on n'a pas la même nature d'activité. En fait, oui. Comme vous l'avez bien compris, Vianney, il est plus dans le conseil, et moi, je suis plus vraiment dans le contentieux. Donc ça, c'est vrai que c'est la première chose qui est assez bon, mais qui aussi, je pense, est très riche au niveau de notre binôme. Oui, une force aussi. Et puis, on a des caractères assez différents. Moi, je vous cache pas qu'au tout départ, moi-même, je me suis dit, est-ce que ça va fonctionner ? Parce que quand on est deux, évidemment, il faut quand même qu'on porte des idées communes vis-à-vis des équipes. Et moi, je voulais surtout pas qu'on tombe dans le syndrome papa-maman, c'est-à-dire qu'on va voir Vianney pour telle chose parce qu'il est plus sympa sur tel aspect voilà, et on va voir après Anne-Sophie, parce que c'est un peu quand votre enfant dit maman, est-ce que je peux sortir ? Non, elle va voir papa. Donc on voulait pas tomber, voilà. Et en fait pas du tout, parce que finalement on s'aperçoit qu'on est très différents et qu'on sait plus ou moins répartir les rôles, mais ça c'est bon, sur le papier, c'est-à-dire que c'est vrai que Vianney, il est plus dans le relationnel, dans le développement, dans les réseaux, etc. Et moi, je suis plus dans le quotidien, gérer les équipes, les rassurer, leur dire qu'elles font du bon travail, qu'elles sont super, et c'est vrai. Enfin, voilà. Mais ça, c'est sur la feuille, en fait. Finalement, il n'y a pas trop... c'est pas aussi cloisonné que ça au quotidien. Moi, je dirais la même chose que toi, Sophie. J'appréhendais en fait un peu au départ en me disant, est-ce qu'on va réussir à trouver le bon modus operandi compte tenu de nos différences de caractère. J'étais assez confiant. Je pense que c'est ma nature. Et surtout, j'étais confiant, notamment au regard du fait qu'il se trouve qu'on a des caractères différents, mais aussi des qualités complémentaires. Et je me disais, en fait, ce qui me rassurait dans la combinaison, c'est qu'il y a des tas de choses que je ne sais pas bien faire, franchement. Et je ne voyais pas bien comment j'allais surmonter ça. Et je me disais, mais en fait, Anne-Sophie, elle va cartonner là-dessus, elle sera super forte. Et ce qui est une réalité au quotidien, ce qui me soulage beaucoup, et à mon avis, ce qui est aussi un soulagement pour les équipes, parce que, en fait, voilà, moi, j'admire beaucoup les managers qui sont seuls, parce qu'il faut être bon partout, quoi. Et oui. Moi, je ne suis pas bon partout, franchement. Et en fait, on peut créer un peu de souffrance dans les équipes à endosser des rôles qui ne sont pas tout à fait cohérents avec ses talents. Alors, évidemment, on essaie de corriger au maximum pour éviter les trop grandes aspérités, mais on n'est pas
pas parfait. Et je trouve qu'une bonne combinaison avec une juste répartition, ça vient, j'espère, limiter un peu les risques de frustration dans les équipes. J'évite d'endosser des responsabilités où je sais que je vais avoir un peu de mal à être au rendez-vous. Enfin, voilà, je prends un exemple très concret, je ne suis pas un garçon très organisé. Ou du moins j'ai une organisation que moi seul c'est la tienne, ouais, voilà. Et donc ça a quelques avantages dans les opérations parce qu'il faut être très flexible, très disponible, et ça marche très bien, mais ça provoque des difficultés quand il s'agit d'être fidèle à des rendez-vous, et voilà, et ça peut rapidement créer un peu de souffrance dans les équipes, ce qui n'est pas acceptable. Et donc voilà, je suis content de ne pas avoir à gérer non plus ce que j'appelle vulgairement l'intendance, c'est-à-dire l'organisation du cadre quotidien de nos équipes, parce que je crois qu'elles en souffriraient. Et je suis très content que Anne-Sophie le fasse, qui, pour le coup, est sérieusement organisée et offre, j'espère, un peu plus de stabilité. Voilà. Bon, ce qui est sûr, c'est que toutes les décisions sont prises en amont, en commun. Enfin, voilà, c'est une réussite collective, finalement. On s'astreint en fonction de nos emplois du temps, mais on se fixe une réunion en fait toutes les semaines. C'est le vendredi après-midi, c'est un peu sacralisé. Donc je dis à Vianney, tu n'es pas en retard sur cette réunion, c'est vraiment important. Et il y tient. Il me dit, j'ai que 5 minutes de retard. C'est bien. Et moi j'apprécie ces moments où on échange, parce qu'on peut ne pas être d'accord sur des choses, mais voilà, on s'écoute, on se fait confiance, et puis finalement il émerge toujours. On ne s'est pas encore, je pense, fâchés très fort tous les deux, et je pense que enfin voilà, on est suffisamment intelligent et conscient des qualités de l'autre en fait pour justement ne pas arriver à ce stade-là. Et puis tu parlais aussi de la solitude du dirigeant. Moi j'apprécie de ne pas être seule aussi pour pas avoir parce que parfois on peut avoir des coups de mou aussi. Enfin, on est faillible, hein, voilà, et généralement c'est jamais au même moment. Donc de temps en temps, voilà, on peut se dire c'est compliqué, on est fatigué, il y a plein de travail, etc. Et souvent l'autre est là pour dire mais non, ça va bien se passer et tout. Et moi franchement je trouve ça super. Alors que quand on est tout seul, on n'a que soi-même à parler, c'est plus compliqué en fait. Même pour la remise en question, je pense, tout ça, avoir du recul. Le recul, travail, voilà. C'est hyper important. Et d'ailleurs, on parlait de vos équipes en termes de avant-après. Est-ce que vous avez pu échanger avec eux? Est-ce qu'ils voient, comment est-ce que vous avez vu des retours un peu positifs justement sur ce nouveau binôme qui s'est créé, parce que c'est assez novateur de ce que vous aviez l'air de dire aussi. D'abord, moi, je voudrais dire que on a de la chance parce qu'on a hérité vraiment d'équipes super à tous les niveaux, quoi. On a un collège d'associés qui est top, qui bénéficie aussi d'un effet de complémentarité, je crois. Chacun a ses talents et je crois qu'on a beaucoup de chance dans le dialogue d'avoir su, même si c'est un effort de tous les instants, identifier quels sont les talents des uns et des autres et les mettre chacun au service de ce collectif pour que tous les trous soient comblés, vous voyez ce que je veux dire, et avec la bonne personne, quoi. Mais en fait, notre mantra, c'est vraiment chacun à sa place au service du collectif. C'est-à-dire qu'on ne force pas les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas. En fait, mais chacun a un talent et on essaye de le mettre en avant. Nous, c'est notre but, en fait. Donc on a d'abord cette chance-là avec nos associés. On a le même niveau de chance avec les collaborateurs qu'on a, qui sont vraiment des équipes fabuleuses. On a d'excellents professionnels dans toutes les disciplines. Ce qui est entre nous... Et en fait, l'essentiel du travail de fait, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est tellement plus facile quand tout le monde est bon à sa place. On n'a pas, je veux dire, de cas majeurs à gérer. Donc on a beaucoup, beaucoup de chance. On a hérité d'une dynamique qui était très bonne. Donc évidemment, dans un sens, tout est plus facile. Mais dans un sens, voilà, il faut qu'on continue Ouais, ça nous oblige. Ça nous oblige. Et puis on a des gens très engagés aussi. Enfin, c'est important qu'on soit entouré de gens engagés qui croient en nous. Et puis, il n'y a pas que les avocats, on a des juristes aussi, on a des assistantes, parce que sans les assistantes, on ne pourrait pas faire grand-chose non plus. Donc, qu'elles soient de nos côtés. Enfin, on veut vraiment...
voilà, que tout le monde soit engagé à nos côtés et on essaye après, on ne fait pas toujours tout bien, hein, mais... Je ne sais pas si on pourrait dire qu'on a observé un changement. Je pense qu'il faudrait leur poser leur question. La question, je serais curieux de savoir ce qu'ils de temps en temps, j'ai des retours... Non, mais c'est pas vrai, Vianney, parce qu'on a déjà eu des retours assez positifs en disant que... Alors, c'est pas du tout pour critiquer ce qui s'était passé avant ou pas du tout, mais qu'ils avaient apprécié. Puis ça donne aussi un nouvel élan. Enfin, voilà. De toute façon, je pense que le changement amène en soi une dynamique. Elle doit être, j'espère, on met beaucoup d'énergie pour qu'elle soit bonne, mais de toute façon, il se passe quelque chose. Une confiance, en fait. En tout cas, nous, on est très attachés à essayer de faire émerger de la confiance et de l'enthousiasme. Voilà, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que j'avais un copain qui m'avait dit, tu sais, Vianney, c'était bien avant qu'on prenne la direction tous les deux, managing is a country of loneliness. Et vraiment, il faut que tu saches que c'est un peu le désert, quoi. Et en fait, être à deux, mais c'est tellement confortable, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le ressenti de ce qu'on fait en réalité. On propose des choses, on espère que ça peut apporter du confort de travail pour les collaborateurs, etc. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours trop si ça... Voilà, et en fait, être à deux, c'est sympa parce que du coup, on peut en discuter. Ouais, oui, mais vos équipes doivent le sentir, parce qu'on peut être aussi très bon manager qu'en ayant une équipe qui est bien et qui est à l'aise avec son manager, qui va dans un sens très positif. Enfin, je pense que tout est corrélé finalement. Oui, en fait, ils savent que, en plus, le fait d'être deux, c'est que quand il y en a, parce qu'on n'est pas, voilà, à côté de ça, on conserve quand même notre métier d'avocat, donc on fait ça en plus. Donc on n'est pas toujours disponible. Et le fait des deux, c'est que quand il y a un sujet, un problème, etc., il y en a toujours forcément un des deux qui est disponible. Et nous, clairement, Vianney comme moi, notre porte est grande ouverte. Moi, je suis vraiment sur s'il y a quelque chose qui ne va pas, de venir nous voir. Et voilà, je dis pas on réglera tous les problèmes avec une baguette magique, mais au moins la parole, voilà, je trouve ça important que les gens osent venir nous voir, et c'est le cas. Ils sont en confiance. Ils sont en confiance par rapport à ça, bon, après, on tente des choses. Peut-être qu'il y a des choses qui comme dit Vianney, on ne peut pas non plus tout le temps faire des choses qui recueillent l'unanimité. Ça, c'est le propre des gens qui dirigent et qui aussi prennent la responsabilité de prendre une décision. Choisir telle ou telle direction, c'est renoncer. Donc bien évidemment, ça ne peut pas toujours plaire à tout le monde, mais globalement, nous, notre constat, c'est qu'on a une super équipe, en fait, avocats, juristes, assistantes, qu'on va essayer de mener, mais ça, dans ce qu'on voudrait, voilà, on a plein de projets, on est plein d'enthousiasme. C'est ça aussi, en fait, qu'on veut communiquer, c'est cet enthousiasme, cet engagement. Et je pense qu'à deux, on est plus fort. Et puis ça fait aussi un accompagnement pluridisciplinaire pour vos clients, finalement, en fait, le fait que vous soyez deux expertises en même temps à co-diriger. En tout cas, moi, ce que je trouve très intéressant, si on parle de la technique, si vous voulez, c'est que quand on est avocat conseil, c'est toujours très éclairant d'avoir le regard d'un contentieux sur son accompagnement. Et en fait... on l'a pas, on a beau être dans le même bureau, être plusieurs practices et se fréquenter, on discute pas toujours, on n'a pas toujours le temps de discuter dans le fond des dossiers. L'avantage, c'est que en co-dirigeant ce bureau, on parle aussi des dossiers, et en fait, moi j'ai des regards croisés. Anne-Sophie me dit attention, des histoires toutes bêtes, de clauses de concurrence, des sujets de rédaction, des sujets d'orientation, en disant mais il faut que tu fasses gaffe, ça passe pas en juridiction, blablabla. Et en réalité, en fait, ça enrichit aussi la pratique. Bien sûr, c'est super. Donc, de ce point de vue-là, c'est une vraie chance. Entre nous, c'est plutôt un effet de bord, parce qu'on n'avait pas vraiment imaginé que c'était pas l'objectif poursuivi, mais c'est aussi sympa de bosser finalement maintenant de plus en plus tous les deux aussi sur les dossiers. C'est plus spontané, plus facile. Et je pense qu'effectivement, pour nos clients, il y a une qualité de service que j'espère en tout cas plus... Sachant que vraiment la relation client, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite vraiment approfondir, améliorer. On a fait tout un travail, on a fait un séminaire quand on a pris nos fonctions avec toutes nos équipes
pour un peu évoquer ce que c'est le parcours client. Alors, c'est des choses toutes bêtes, mais ça passe. Le client, quand il arrive, il est bien accueilli. Et voilà comment il se sent. Un petit café, des journaux sympas dans la salle d'attente. On a mis un truc tout bête. On a mis un écran dans le hall. Enfin, c'est des petites choses petit à petit. Un bon moment. Mais voilà, en fait, nous, c'est vrai que c'était un peu notre objectif, c'était d'améliorer. Il était déjà, le parcours client, parce que c'est vrai que c'est important chez Fidal. On aime bien chouchouter nos clients. Mais c'était comment faire pour l'améliorer et mettre en fait toutes les équipes de l'assistante à l'avocat au service du client. Et chacun apporte une petite pierre à l'édifice par rapport à ce parcours client, quoi. Et si on parle de ça, on a un pôle d'assistantes qui a un rôle clé en réalité sur l'accompagnement de nos clients au quotidien et elles font un travail admirable d'accueil. On les a réinterrogées en fait au début de notre prise de fonction pour savoir ce qui leur semblait améliorable en fait pour que le client se sente bien, qu'il soit reçu personnellement, que son dossier soit connu, que à tous les niveaux de l'organisation il ait le sentiment d'avoir un parcours individualisé. En fait, elles avaient des super bonnes idées quoi. Elles ont tout de suite proposer des tas de choses qu'on a pu depuis mettre en place, choses toutes bêtes, d'appeler les gens par leur prénom, de bien préparer les salles, de mettre un petit livret. Enfin voilà, c'est vrai que tout est attentif à chaque petit détail. Pour s'assurer que nos clients n'aient pas à se plaindre d'indisponibilité, par exemple, très fréquent dans notre métier, ça. On est un peu à 100 à l'heure et si vous voulez, l'avocat n'est pas toujours dispo et en fait, on veut surtout pas qu'on ait des clients qui attendent. Comment on fait ça en fait? Comme l'avocat n'est pas toujours dispo et ça c'est un fait, en fait, comment est-ce que son assistante ou les juniors prennent le relais pour assurer une permanence de service et qu'il n'y ait pas de délai, qu'il n'y ait pas de... Alors évidemment, c'est perfectible entre nous, on n'est pas encore tout à fait au résultat. Non, on a mis quand même des choses en place. Mais moi, j'étais très édifié par la contribution que notre pôle d'assistante a eue à l'amélioration du parcours client, par ses idées, et par l'énergie qu'elle déploie aujourd'hui pour que ça se traduise par une réalité, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, c'est là que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve qu'on a beaucoup de chance. Je suis très contente que, en tout cas, votre collaboration soit fructueuse jusqu'à présent. Comment est-ce que vous envisagez la suite du coup des choses, l'évolution, moyen terme, long terme? Quelles sont vos idées, vos projets? Alors on a plein d'idées, peut-être trop en fait. Non, mais alors par exemple, on n'a pas parlé non plus parce que effectivement, on a un intérêt particulier au parcours client, mais également, on aime bien célébrer les succès. On trouve ça très important en fait au sein de notre cabinet. C'est-à-dire que non, mais c'est aussi, ça. Ouais. Et voilà, et c'est un moment festif, voilà. Et quand il y a un procès, alors il faut que ça soit un peu significatif, mais que voilà, comme ça tout le monde, donc la personne en parle et on fait des champagne showers en fait. Donc on se retrouve tous et ça peut être un deal, ça peut être un procès gagné, une mission, alors en fait, une mission décrochée, voilà, et c'est la culture du succès, de tout ce qui entoure autour, en fait, faire un peu la fête entre guillemets, ça contribue. De notre point de vue, mais je pense que c'est un peu partagé à cette bonne ambiance, fédérer les équipes, fédérer, voilà. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on a un enjeu d'interdisciplinarité. On est un cabinet interdisciplinaire et en fait, le tropisme naturel, c'est chacun dans son couloir selon son domaine de spécialité. Et notre rôle est de favoriser cette interdisciplinarité. De mettre du lien. Faut que les travaillistes travaillent avec le contentieux, qui travaillent avec le corporate, parce qu'en fait, on a une bonne approche client, on sert bien ses clients si on est pluridisciplinaire. Et pour le faire, il faut comprendre ce que fait son voisin d'à côté, en fait. Et ça, c'est une lutte permanente contre l'inclinaison naturelle qui est de rester dans son couloir, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, célébrer les succès, c'est permettre à tel collaborateur, tel associé qui a remporté un franc succès dans un deal M&A ou dans un procès quelconque, d'exposer à toute l'équipe comment il est arrivé là, de telle sorte que les autres départements prennent conscience
ce qu'il fait est beaucoup trop stylé, et donc on ne va pas le laisser dans son coin. Il peut bien sûr venir servir aussi leurs clients, de telle sorte que l'ensemble des clients du cabinet bénéficient aussi d'une approche, si vous voulez, englobante de l'intégralité des problématiques qu'ils rencontrent dans le monde de l'entreprise, qui ne sont pas seulement des problématiques de droit du travail. En réalité, quand on dirige une entreprise, on a potentiellement aussi des sujets de structuration, des sujets de financement, des sujets fiscaux, des sujets de contentieux malheureusement, et être capable d'offrir à nos clients cette capacité à croiser un peu les regards, c'est très précieux pour nos clients, et ça suppose qu'en interne, on passe notre temps à créer ces échanges pluridisciplinaires. Oui. La Champagne Shower, c'est idéal pour faire ça. Il y a plein d'autres tips. On a créé Fidèle Academy aussi. Ouais, une petite académie interne où en gros, on forme tous les collaborateurs. Oui, pour les faire monter en compétences. Exactement. Donc les associés forment les collaborateurs sur leur sujet de spécialité, mais toutes disciplines confondues. Donc, dit autrement, le junior fiscaliste est formé en corporate sur des réflexes en corporate, de telle sorte qu'il développe une culture de réflexe qui n'était pas un niveau d'expertise attendu. On attend d'abord de lui une expertise en droit fiscal, mais on aimerait bien qu'il ait un réflexe en droit du travail, un réflexe en corporate, pour demain, lorsqu'il aura à accompagner ses clients, qu'il soit capable aussi de les alerter sur des sujets corporate, des sujets de droit du travail, et qu'il développe cette culture-là. Et donc, on cherche un peu... Non, parce que ça, on a mis ça en place, mais on a plein d'autres sujets. Alors, on a aussi un projet... On aimerait bien déménager, en fait. Non. C'est une super ville, Angers. Oui, je me sentais très attachée à Angers. On aimerait bien déménager. On trouve que ça serait cohérent avec notre nouvelle prise de fonction. Et voilà. Bon, après, il faut trouver le bon endroit. Et il y a plein d'éléments. Mais c'est aussi un projet, alors peut-être à moyen ou long terme, mais on ne sait pas. On veut une terrasse. Pour boire des coups dehors. Pour le champagne face au coucher du soleil, ça n'a pas de prix. Et puis aussi, on a instauré, parce qu'on fait des réunions de bureau, tout département confondu, on se retrouve une fois par mois, donc assistante pareil, compris juriste, etc. Et on a pris l'habitude d'inviter ce qu'on appelle des guest stars, entre guillemets, parce qu'on s'est dit... Fidal, cabinet d'avocats, fait partie d'un écosystème en fait, un écosystème où nous travaillons avec plein d'autres acteurs de la place et on a mis ça en place. Je pense que ça a été assez bien accueilli. On a invité le bâtonnier, par exemple, pour qu'il nous explique ce que c'était le conseil de l'ordre, ce que c'est un bâtonnier, à quoi ça sert. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez bien compris, il y a beaucoup d'avocats en conseil qui vont quand même moins au tribunal. Et c'est bien aussi qu'ils aient cette culture de savoir que oui, ils font partie d'un ordre et que ça veut dire quelque chose, en fait. On avait invité un mandataire judiciaire, un administrateur judiciaire, on a invité concernant l'IA... Papers, voilà. Et on essaye un peu de faire en sorte de dire que Fidal Angers, ça fait partie d'un écosystème au sein de la cité entre guillemets, et que on peut travailler avec plein d'autres acteurs et que c'est bien de les connaître aussi. Donc, ça, c'est l'étape ultime de l'avocat business partner, c'est-à-dire qu'il faut être bon dans sa spécialité, un excellent technicien en droit fiscal, par exemple. Avoir des réflexes en corporate pour être capable d'alerter, et ensuite avoir le numéro d'un banquier si jamais il y a des sujets, ou le numéro d'un assureur, ou le numéro, non pas pour faire du favoritisme, mais pour être capable de servir le client dans l'intégralité de ses problématiques. C'est tellement confortable, si vous voulez. Enfin, moi, quand je suis client, je suis super content de m'adresser à une seule personne qui est capable de me donner le numéro de téléphone, je dis n'importe quoi, d'un ophtalmo, parce qu'en fait, juste, c'est introuvable un rendez-vous d'ophtalmo à Angers aujourd'hui. Je prends l'exemple parce que je suis en plein dedans là. Et dans un monde idéal, et c'est aussi ce qu'on attend, je trouve, d'un avocat d'affaires, c'est d'abord évidemment une excellence technique dans son domaine, une capacité à alerter dans les domaines qui sont connexes, et ensuite, s'il est capable de trouver des solutions aux problématiques, c'est la dernière strate, si vous voulez. Il ne faut pas commencer par celle-là, parce que sinon on prend les choses à l'envers. Mais la dernière strate, c'est celle-là. Et ça suppose donc que nos collaborateurs, pour qu'ils accèdent à cette dernière strate, connaissent tous les gens qui font la vie économique en Chine. Et donc il faut bien qu'ils viennent chez nous et qu'ils nous parlent de leur métier. Puis en tout état de cause, ça nous éclaire aussi sur les problématiques propres
métier du notariat, de la banque, de l'assurance. Ça contribue à améliorer l'expérience client, de toute façon aussi, de façon globale, d'avoir quelqu'un qui est capable de connaître tous les enjeux, Exactement. la situation dans laquelle on est, quoi. Oui, moi je suis très convaincu de ça. Mais il faut le prendre dans le bon ordre. Nos clients ne viennent pas nous voir parce qu'on est des business partners, ils viennent d'abord nous voir pour régler des problématiques juridiques. Oui, techniquement parlant, pour votre expertise. Oui, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. Exactement. Mais pour moi, c'est 100% contributeur de l'expérience client et c'est ce que vous cherchez à véhiculer chez Fidal, de toute façon, comme on l'a évoqué. Après, on a, je crois, comme tout le monde, parce que vous posiez la question de savoir ce qu'on avait comme ambition, on a comme tout le monde, le souci... comment dire, de renforcer la perception du sens dans l'exercice de notre profession. C'est très générationnel, ça. Il faut répondre à cette aspiration, elle est très sérieuse. Moi, je suis intimement convaincu que notre profession a en soi un sens évident, si vous voulez. On passe notre temps à défendre, même en conseil, si vous voulez, à défendre les intérêts des clients qui nous font confiance et qui, les yeux dans les yeux, parfois un peu paniqués, nous disent « il faut me sortir de là ». Et donc, on n'a pas de crise de sens. Enfin, moi, j'ai jamais eu de crise de sens. Je trouve que c'est manifeste. On a des gens qui sont paniqués, il faut les sortir de là, et on les sort de là. C'est un métier. Non, mais c'est un métier, si vous voulez. De ce point de vue-là, on a vraiment, je crois, une très grande chance. C'est une profession. Mais parfois, cette perception du sens, elle s'érode un peu derrière l'injonction de la performance financière. Il faut aller chercher du chiffre, il faut aller chercher de la rentabilité, il faut faire des dossiers. Et donc on voit bien que ça abîme, si vous voulez, le sens profond de notre profession. Et donc, comment on restaure ça, quoi ? Comment on restaure ça pour que nos jeunes générations, qui sont très avides de sens et franchement à raison, trouvent aussi une réponse satisfaisante. C'est pas évident parce qu'il faut combiner ça avec malgré tout des impératifs de performance, mais donc on tâtonne un peu. Je veux pas dire qu'on est encore, mais c'est une question qui nous habite beaucoup. Et il se trouve je donne un exemple, mais on a développé une activité d'accompagnement aux associations et aux fondations pour ce qu'on appelle le mécénat. Le non lucratif. Et en fait, moi, j'observe que ça nous sort un peu cette activité-là, qui est aujourd'hui une activité qui prend pas mal de place maintenant dans notre organisation. En gros, très brièvement, on constitue des fonds de dotation, des fondations pour nos clients, pour les accompagner dans leurs projets de mécénat. C'est des industriels qui ont fait fortune et qui, à un moment, se disent « je ne peux pas rester les bras croisés devant l'environnement dans lequel nous évoluons tous et qui implique des réactions. Il faut que je prenne ma part, aidez-moi. » Et alors là, c'est fabuleux comme projet parce que on arrive tout de suite sur des problématiques qui sont très très enthousiasmantes, en soi chargées de sens. Donc non seulement on va faire notre métier habituel qui est celui de défendre les intérêts et d'aider nos clients à structurer convenablement leurs projets, mais en plus ça vient porter sur des projets qui sont en soi engageants, si vous voulez, qu'ils soient environnementaux, sociaux. Et je suis très heureux de voir que c'est peut-être un début de réponse aux aspirations de nos jeunes générations qui, en fait, nous obligent, qui nous disent « mais ok... » Sachant que c'est très transverse, parce que pourquoi on est là, quoi. tous les départements peuvent intervenir dans ce type de dossier, en fait. Enfin, ouais. Il y a une bon, équipe, moi, je dois reconnaître... Le mécénat. Oui, enfin, de tout ce qui est association, etc. Enfin, on peut... Ouais. D'ailleurs, tu as constitué une petite équipe, toi, sur Angers. Oui, maintenant, on est 5 collaborateurs dans ce domaine-là et ça fonctionne bien. Et ça suscite de l'enthousiasme. Voilà. Mais après, je pense que si on doit parler d'ambition, mon ambition ultime, c'est qu'on arrive à ce que nos équipes n'aient jamais aucun doute sur le sens de leur... engagement, mais sur le sens de leur travail, quoi. Et pour ça, il faut... C'est une problématique qu'on rencontre souvent chez les jeunes collaborateurs. Ouais. Enfin, nous, on a vraiment envie que les gens viennent au travail avec plaisir, en fait. Oui. Que ça soit pas une contrainte, voilà. Et donc, forcément, il faut qu'ils trouvent le sens. Alors, chacun a son sens. Moi, il y en a certains, ça va être effectivement dans le milieu non lucratif, mais ça peut pas. Enfin, il y a d'autres. On peut donner d'autres éléments qui peuvent donner du sens à ce qu'on fait. Mais ce qui est clair, c'est que nous, on a envie de gens qui viennent avec la banane au travail, en fait. Et ça passe par
effectivement... des champagne showers. Des champagne showers. Non, mais parce que c'est aussi une profession exigeante, on bosse beaucoup. Ah oui, Exigeante et stressante. Si on perd le sens, c'est un enfer. Donc il ne faut surtout pas que ça arrive. Moi, je trouve que c'est toujours très regrettable que le sens s'érode dans la mesure où notre profession offre en soi un sens évident pour moi. Et s'il s'érode, c'est qu'on s'est trompé, qu'on ne poursuit plus le bon objectif qui est d'abord celui de servir nos clients et de défendre leurs intérêts. L'objectif financier, bien qu'il soit très sérieux, et c'est aujourd'hui une part de notre responsabilité, il doit être quand même à sa juste place. Mais c'est une ligne de crête, si vous voulez. Je ne dis pas qu'on y arrive d'ailleurs, mais en tout cas, je crois que... Mais de manière un peu plus modeste, nous aussi, notre objectif, c'est de la stabilité des équipes. Alors, ça passe par donner du sang, voilà, parce qu'on s'aperçoit quand même que c'est un peu la jeune génération a tendance à un peu papillonner plus que celle d'avant, mais voilà, nous on tient vraiment parce que c'est comme ça qu'on construit une équipe et un engagement, et voilà, qu'on peut avancer. Et de mon point de vue, jusqu'à présent on y est arrivé, on ne dit pas que ça va, voilà, mais ça c'est vraiment mais c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment à cœur, c'est la stabilité des équipes, et donc aussi de développement, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Donc on a des envies de développement, on a des envies de recrutement, d'expertise peut-être complémentaire à celle qu'on a au bureau d'Angers. Donc ça, c'est vraiment aussi un axe qu'on souhaite développer. On n'a surtout pas envie d'être assis sur quelque chose et rien faire, en fait. D'être passif, de se dire oh là là, on a un beau bureau, on va rien changer, pas du tout, en fait. On veut un tout petit peu bousculer les gens, mais pas trop, pour que ils s'y retrouvent. Faire des choses sympas, donner du sens à ce qu'ils font, et c'est peut-être très ambitieux tout ça, mais mais en tout cas c'est notre envie, donc partager tous les deux. Pour avoir passé ce podcast avec vous, on sent qu'il y a une bonne synergie et plein d'idées, etc. Donc Anne-Sophie Vianney, un petit mot de fin, quelque chose que vous aimeriez partager avec vos équipes qui vont certainement nous écouter, ou nos auditeurs de façon globale? Je sais pas, je crois qu'on a pas mal parlé. Moi, j'avais été frappé quand on a interrogé nos équipes en séminaire sur les clés du succès. On leur avait posé la question, revisitez un peu votre histoire et dites-nous quelles sont pour vous les clés du succès. Ouais. Et on posait la question un peu par curiosité, parce qu'on avait l'intention de l'écrire, ce succès, mais on aurait bien aimé qu'ils nous en donnent les clés, quoi. Et en réalité, ce qui est sorti de manière, et d'ailleurs toute génération confondue, de cette consultation, c'est la confiance. Ça paraît d'une banalité confondante, mais en fait, tous ont dit, mais même les vieux briscards, ils nous ont dit, en fait, on m'a fait confiance. Et alors, j'ai pu réussir. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir, je crois, vraiment confiance l'un dans l'autre. Et parce que nos équipes sont excellentes, on a vraiment confiance en eux. Donc j'espère, c'est un acte d'espérance, mais aussi une conviction que ça permettra à notre collectif, auquel on tient beaucoup, de rencontrer le succès. Super. En tout cas, j'ai adoré vous recevoir. Je trouve ça toujours hyper intéressant d'avoir deux profils, même sur un même podcast, dans le sens où on en apprend beaucoup, il y a beaucoup de synergie, de complémentarité entre vous deux. Et puis, merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci Maya.